Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Le programme du jour est plutôt chargé, nous allons revenir en détail sur la saison 2022-2023 qui s'est achevée mercredi soir à Marcel-Cerdan après une défaite contre Victor Wembanyama et ses copains. Cruelle 9ème place pour le Paris Basketball qui n'a pas su faire le braquage de se qualifier en play-off après un push de 8 victoires sur les 2 derniers mois de Betclic Elite. On va d'abord revenir sur les réussites et les échecs de la saison, voir ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu forcément, vu que Paris n'est pas en play-off, avant de parler un peu du chantier d'intersaison qui s'annonce quand même des plus mouvementés, qui a déjà commencé, mais on va reparler de tout ça plus tard. Et avec moi sur cet épisode, la team est au grand complet. D'abord Antoine, qui était caché dans les tribunes de Marcel-Cerdan pour pleurer les futurs départs. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Et puis celui qui pleure après les billes de la loterie NBA en ratant de peu de pouvoir drafter le bourreau des Parisiens. Je parle de Lilian. Salut Lilian. Salut Flavien, salut Antoine. Oh, ça va, troisième. On était parti pour avoir le cinquième, donc troisième, on va pas se plaindre non plus. Oui, mais tu loupes le premier, quoi. C'est de peu. T'as de la chance qu'on soit aussi. pris de court avec Lilian parce que t'aurais bien mérité un taquet toi aussi. C'est pour ça que j'ai bien écrit mon intro à l'avance. Bon, avant de démarrer, je vous rappelle juste que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Instagram et sur Facebook. Nous, on va se laisser sur une petite pause musicale avant de démarrer. Paris Basketball On Air, saison 4, épisode 52, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kabagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Et je le disais en préambule, on va faire un gros débrief de la saison. Alors on le fait un petit peu à chaud, même si l'élimination du Paris Basketball a maintenant 2 jours au moment où nous on enregistre. Et on va revenir en détail sur les résultats d'abord sportifs. Paris donc qui a terminé 9ème de Betclic Elite, je le disais en intro, qui loupe les playoffs à une victoire près. Paris qui a été en quart de finale d'Eurocup, ça c'était pour le mois d'avril. Alors, je commençais peut-être avec toi Antoine, mais est-ce que les objectifs ont été atteints par l'équipe de Will Weaver et ses hommes? On rappelle 6e budget en début de saison, 4e masse salariale, et une 9e place en championnat, un quart en Eurocup, un 16e de finale en Coupe de France à pas oublier. Une défaite contre Antibes, c'était début décembre. Antoine, pour toi, est-ce que les objectifs ont été remplis par le Paris Basketball sportivement? J'ai envie de dire non en fait parce que certains objectifs ont été plus que remplis, notamment en Europe, mais dans sa globalité, j'ai envie de dire non pour une seule raison, c'est qu'il n'y a pas les playoffs au bout de cette saison de Betclic Elite. C'était quelque chose de très annoncé ou même très souhaité, c'est logique, par le Paris Basketball, que ce soit par son président David Kahn lors des conférences de presse, il me semble même lors de la conférence de presse d'avant-match de Roland-Garros où il en parle notamment, où Paris a déjà un peu commencé à jouer, la saison a déjà commencé. Et ce groupe-là a été un peu bâti pour justement être compétitif en Europe, ce qui a été le cas, donc ça, ce qui est très bien, mais aussi pour aller en play-off. Et le résultat est qu'au final, Paris n'a pas réussi à réussir son braquage, comme tu as dit dans ton lancement. Donc non, objectif pas rempli, de peu, c'est frustrant, mais non, objectif pas rempli pour moi. Il y a une question pour peut-être donner des avis positifs. Il y a quand même donc ce parcours en Eurocup avec un quart de finale qui était plutôt largement au-dessus de ce qui avait été annoncé en début de saison. Mais en championnat, comme Antoine vient de le dire, il y a eu des limites. Une seule journée dans le top 8, c'était à la 33e journée. Pas beaucoup de victoires contre la première partie de tableau du championnat. Peut-être qu'on avait peut-être encore une marche un peu trop haute pour Paris. Une marche un petit peu trop haute pour Paris, et j'ai envie de dire, pour repartir sur ta question de départ, moi j'ai envie de répondre oui et non. Parce que justement, tu le disais, dans la saison de Paris, il y avait plusieurs objectifs. On va dire, on va scinder un petit peu en deux, l'objectif championnat de France et l'objectif Coupe d'Europe. Et évidemment, comme le disait Antoine, l'objectif en Coupe d'Europe est atteint, et même plus qu'atteint, c'est vraiment une réussite d'avoir passé un tour de play-off. C'était peut-être, on va se le dire, en début de saison, quand on faisait les previews avec Corentin, c'était inespéré de gagner un match de play-off. Et au final, quand on a vu la saison de Paris à l'échelon européen, c'est plutôt logique presque, on a envie de dire, parce que Paris a terminé avec un bilan plus que positif, a été
même aurait pu avoir l'avantage du terrain au premier tour. Donc à ce niveau-là, c'était positif, surtout avec de nombreux joueurs qui découvraient un peu ce stade de la compétition, notamment les jeunes, Kamagaté, Bégarin, qui ont prouvé à ce niveau-là. Donc de ce point de vue-là, c'était positif. Et j'ai presque envie de dire que c'était peut-être le secteur où Paris voulait le plus performer sur la scène européenne, montrer que Paris est une place forte sur le vieux continent, potentiellement pour une future place en Euroleague dans les années à venir. Même si voilà, le bilan est terni forcément par une non-qualification en play-off de Betclic Elite. Et c'est dommage pour Paris qui s'était, je trouve ces dernières années, il s'était imposé sur le plan médiatique dans l'Hexagone. Malheureusement, en termes de niveau de jeu et de compétitivité, c'est pas encore le cas. Et c'est là où on peut dire que l'objectif n'est pas encore rempli à ce niveau-là pour Paris. Antoine, par rapport à un peu ce qu'on a vu cette saison, c'est-à-dire une équipe qui a eu des très bas et des très hauts en championnat, puis une régularité assez exceptionnelle en Eurocup. Est-ce que les résultats sont pas logiques par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le mois de septembre, de pas faire les playoffs même si c'était pas loin et de t'imposer comme peut-être Lilian le citait comme une place forte. Paris en Eurocup a fait une saison plutôt solide et montrer aussi que tu méritais ta wildcard qui avait été offerte en juin dernier. Est-ce que finalement les résultats dont on parle maintenant sont pas logiques en fait, vu ce que Paris a montré voilà, de septembre à mai, que ce soit en termes de régularité, en termes de niveau de jeu, en termes de compétitivité, etc. Je te remercie de poser la question parce que justement j'allais réagir à ce que disait Lilian, pas que je suis en désaccord avec lui, mais c'est même plutôt un peu ce qu'a voulu montrer le club. C'est, voilà, de prouver que la wildcard était méritée et pas en oubliant, mais en mettant peut-être un petit peu en second plan l'aspect national, alors qu'au final, c'est d'abord en dominant chez toi que tu peux, prétendre aller dominer chez les autres, sportivement, hein, je l'entends. Et ça s'est vu tout au long de la saison, au final, que Paris, au final, se retrouve, à sa place en quelque sorte. C'est-à-dire, une équipe, comme tu l'as dit, de septembre à mai qui se cherche, qui peine à trouver son rythme, qui peine à trouver son jeu, qui doit pallier pas mal de blessures, mais bon, ça, on va en revenir au fur et à mesure de cette émission. Et qui n'arrive jamais réellement, sauf en fin de saison, à s'imposer sur le plan national. Là où sur le plan continental, ça marche bien et ça rappelle encore ce qu'a dit Lilian sur un petit peu l'image du club et ce que veut montrer ce club, ce qu'a voulu même montrer ce club sur cette échelle européenne. En fait, c'est un peu le résultat c'est le choix des priorités. Je pense que la priorité de Paris, c'était peut-être plus réussir en Europe pour réussir en France. Ça aurait peut-être été différent, ça avait été l'inverse. Peut-être se concentrer davantage sur le championnat et, euh, et voir l'Europe comme une découverte et pas tout de suite penser à ce qui va venir après. Tu vois, Lilian a parlé potentiellement d'Euroleague ou des choses comme ça. À peut-être d'abord s'installer à l'échelle nationale, puisque c'était que la deuxième saison du Paris Basketball en première division. Et le but était clairement de s'imposer, de pourquoi pas montrer que ce club sera à suivre et sera à craindre après la saison régulière, ces prochaines saisons. Ça n'a pas été le cas et ouais, je pense que il y a une forme de logique en fait de par toutes les péripéties que tu as été amené à traverser, que ce soit blessure, jeu et objectif. Au final, je pense que les objectifs, même indirectement, étaient plus fixés sur le vieux continent que sur le championnat. Il y avait une question de priorité, mais il y avait aussi, au final, on s'en est rendu compte, une question de compétitivité, parce qu'on va pas se mentir que on attendait peut-être le niveau de l'Eurocup un peu plus haut que ce qu'il n'a été, et Ça, c'est c'est vrai, ouais. aussi pour ça que Paris a mieux figuré en Eurocup qu'en championnat, par exemple. Non, moi, j'ai envie de rebondir parce que sur les deux objectifs, on dit que l'Eurocup Paris s'en est mieux sorti, évidemment, mais quand on voit un peu les courbes de performance dans les deux compétitions, je trouve qu'elles sont croisées deux fois. Quand Paris était pas bon en championnat en début de saison, l'équipe réussissait quand même à gagner des matchs en Eurocup et figurer dans les, on va dire, 4 premiers de la poule. Et quand il y a eu besoin de s'affirmer en championnat début mars, il y a eu un mois de fin de saison d'Eurocup, certes, où ça jouait pas grand-chose, à part de jouer l'avantage du terrain pour le quart de finale. Et
À l'inverse, la courbe elle s'est croisée. On voit un Paris qui était beaucoup mieux en championnat et qui peinait complètement en Eurocup. Et moi, j'ai envie de me poser la question, peut-être toi, Lilian, pour démarrer là-dessus, mais est-ce que Paris avait un choix à faire ou parce que vu, voilà, il y a quand même des moyens financiers qui sont quand même plutôt au-dessus de la moyenne pour le championnat français. Et donc, t'as- tu peux recruter en fait des joueurs. Est-ce que tu étais obligé de faire un choix comme tu sembles l'avoir fait en fait déjà en partie de saison, de te montrer en Eurocup et puis après d'avoir fait ce push en fin de saison et peut-être mis un peu de côté pendant un mois la compétition européenne. Je pense pas que le staff sportif a vraiment fait un choix, mais plutôt qu'ils ont été contraints par comment dire comment l'effectif a été construit, parce qu'au final on a bien vu qu'il y a eu du bricolage en cours de saison. Jérémy Evans qui est arrivé comme pigiste médical et qui après a été signé, s'est avéré quand même être un des rouages principaux de l'équipe. Donc ça montre qu'aussi l'équipe n'était pas tout à fait construite pour, sur les deux tableaux, pouvoir être compétitive. Et donc je pense que ça a joué aussi. Il y a eu les blessures en cours de saison aussi. Tyrone Wallace et Callum, tu parlais de courbes qui se croisent. Pour le coup, les deux là, ils sont beaucoup croisés, mais ils ont pas beaucoup joué ensemble pour le coup. Et je pense que ça a aussi forcément impacté la saison de Paris, qui n'a pas pu être de manière linéaire dans les deux compétitions que sont la Belgique Elite et l'Eurocup. Antoine, sur le sujet, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Paris a fait un choix? Est-ce que Paris a subi peut-être les événements un peu extérieurs? Je pense plus que Paris a subi les événements extérieurs comme tu proposes comme seconde proposition à ta question. Plutôt qu'avoir fait un choix directement, même c'est intéressant ton argument des dynamiques qui se croisent et tu remarques ça en revient aussi beaucoup, peut-être, on en a plus parlé en off que directement au micro. On a souvent, préétabli le bilan de Paris au fur et à mesure de la saison en se disant: «C'est quoi le mieux? C'est de faire les playoffs en Betclic Elite et pas en Europe ou inversement?» Et on n'a jamais mis les 2 ensemble en fait quasiment. Je crois il me semble que jamais, que ce soit, nous 3, après peut-être qu'il y a un détail que j'oublie là. On n'a jamais mis Paris en play-off, que ce soit en Betclic Elite et en Eurocoupe. Mais comme l'a dit Lilian, il y a eu pas mal de blessures, pas mal de choses, d'épisodes un petit peu compliqués à gérer pour le Paris Basketball qui ont fait que la saison n'a pas pu se dérouler soit comme ils voulaient, soit les objectifs ont été un petit peu redécidés au fur et à mesure, ou alors au final, Paris s'est peut-être aussi laissé porter. On va dire, en langue de bois de sportif, prendre les matchs les uns après les autres et voir où ça nous menait, voir où ça les menait, pardon. Oui, je te rejoins un peu là-dessus. Je vous propose peut-être qu'on passe sur ce qui nous a plu et ce qui nous a un peu déplu cette saison. Hem, je vois un peu dans ce qu'on s'était noté en off pour cette séquence. On va peut-être démarrer par ce qui nous a plu par le positif. Hem, on s'était noté un jeu offensif séduisant par séquence. Alors forcément, parce que Paris est une des meilleures attaques de 2e meilleure attaque, je crois, du championnat, un truc du genre. Hem, c'est une équipe qui marque beaucoup de points, mais qui joue beaucoup de possessions. Mais il y avait quand même un style de jeu plutôt alléchant, sur le papier. On qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ce jeu offensif, Lilian, là-dessus? Ça t'a plu, ça t'a pas plu? Ça m'a plu, mais comme on l'a dit, par séquence, parce que parfois Paris pouvait tomber dans une certaine caricature avec du jeu en isolation à outrance, mais on a vu qu'au fur et à mesure de la saison, et peut-être que le fait que les joueurs se connaissent de mieux en mieux, que le jeu devenait de plus en plus collectif et de plus en plus de joueurs étaient impliqués dans les différents systèmes de l'équipe, et donc ça c'était plutôt positif. Il y a aussi le fait, voilà, je le mentionnais, que Kyle Allman et Tyrone Wallace n'ont quasiment jamais joué ensemble, et vu que c'était un peu les orchestres de l'équipe, c'est peut-être ça qui a fait que la sauce a eu du mal à prendre au démarrage. Aussi le fait que Will Weaver n'a pas coaché, enfin, en tout cas ne pouvait pas être en tant qu'entraîneur principal sur le banc lors des premiers matchs. Donc ça a pu jouer sur un démarrage difficile, mais c'est vrai que par moment, par séquence, Paris produisait un jeu très très alléchant et pouvait tout simplement sur un quart-temps, voire sur une mi-temps, marquer 35, voire 60 points sur une mi-temps. Donc à ce niveau-là, c'était très positif. Mais peut-être pour redonner la parole sur un autre sujet, est-ce que aussi Paris, voilà, enfin Will Weaver avait cette philosophie de jouer très offensivement, mais moi après en regardant les joueurs de l'effectif, en regardant notamment leurs statistiques, je me demandais si au final Paris avait vraiment des joueurs si adaptés que ça
au jeu que voulait mettre en place Will Weaver. Je m'explique, c'est que Paris, cette saison, a tenté le plus de tirs à 3 points en Betclic Elite, 30 par match, largement loin devant Rohan, par exemple, mais qu'il n'y avait pas forcément des shooters à toutes les positions. Alors, par exemple, Gauthier Denis et Amir Sims font une saison exceptionnelle au tir à 3 points, plus de 40% les deux, mais des Tyrone Wallace, des Kal Alman, des Amar Gueguit, des Juan Bégarin, et ben ils sont plutôt streaky un petit peu dans leur tir à 3 points, et je me demandais si aussi le fait que le jeu offensif n'ait été séduisant que par séquence, c'est pas aussi dû au fait que les joueurs n'étaient pas forcément adaptés au système de Will Weaver. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus, et même pour aller un poil plus loin dans ton sens, en début de saison, quand on fait la preview, la preview pour la saison qui arrivait, on disait que ce système de jeu, jouer l'attaque à outrance, de jouer beaucoup de possession, allait être bénéfique au Paris Basketball uniquement s'il allait être efficace. Et on l'a vu, en fait, c'est que ce qui a manqué justement sur la plupart du temps de la saison, à part le rush du mois de mars, avril, mai, où on a vu justement l'adresse monter, mais c'est justement une adresse qui a été globalement mauvaise, que ce soit sur les lancers francs, que ce soit sur le shoot à 3 points, et tu t'es retrouvé un peu embêté dans le sens où tu avais une philosophie de jeu qui était très claire, je pense que c'est l'une des plus claires en fait du championnat, peut-être avec Juan, qui ont vraiment une envie de porter le basket vers le panier adverse. Et là, tu t'es retrouvé un petit peu dans les craintes qu'on avait en début de saison, c'est-à-dire se dire est-ce que l'attaque à outrance va pas être un gros problème pour Paris pour gagner des matchs, parce que tu ne peux pas faire que attaquer. Et on a vu qu'au fur et à mesure de la saison, le coaching staff pardon, a dû s'adapter un petit peu. Et c'est pas pour rien, je pense aussi, qu'il y a une meilleure adresse sur la fin de saison et que tu gagnes plus de matchs. Simplement parce que tu te trouves aussi peut-être tactiquement sur ce genre de choses. Antoine, peut-être sur le sujet, je sais pas si tu avais un mot à ajouter sur le jeu offensif ou si tu avais un autre point qui t'avait plu cette année. Non, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Au final, ça a été un jeu assez alléchant par moment, mais là, on est dans le positif, donc on va rester dedans. Une équipe qui a un coaching staff surtout qui a réussi à se remettre en question sur certains systèmes, voilà, comme a dit Lilian, qui ne mettaient pas en avant des joueurs, des shooters, parce que Paris avait des shooters, enfin a eu des shooters dans son effectif capables de prendre feu. En rajoutant Chris Goulding à la fin, c'était vraiment une pièce très importante. Mais voilà, il y a eu cette frustration de parfois basculer d'un jeu collectif qu'on a vu arriver sur le tard à un jeu très individuel, très individualisé, très basé sur le talent d'un seul, parfois pour sauver un petit peu toute la troupe, ce qui peut être un petit peu frustrant. C'est frustrant notamment parce que Paris cette année n'avait jamais eu autant de talent, voilà, je vais redire le mot individuel, et ça a même été mentionné par pas mal de coachs adverses lors des conférences de presse, ce talent qu'avait cette équipe parisienne est parfois un petit peu bridé ou un petit peu sabordé. Mais sinon, ce qu'on a vu, c'est un jeu rapide, un jeu très agréable, je pense, qui aurait pu être un peu plus affiné et plus adapté au jeu français. Mais le socle était très, en tant que passionné de basket, était quand même quelque chose qui était assez satisfaisant à regarder. Ça aurait pu être mieux fait, mais je pense que vous l'avez assez bien analysé, que ce soit tactiquement notamment. Ok, écoute, je pense qu'on peut passer sur un autre point positif qu'on s'était noté. On avait noté la première expérience européenne réussie, mais peut-être qu'on en a déjà bien parlé sur la première partie de ce podcast. Je voulais aussi qu'on parle du coup de ce rush vers les playoffs qui n'a donc pas été réussi. Mais on va pas se mentir, fin février, on faisait notamment un podcast, je me souviens, avec Lilian, où on était plutôt négatif en se disant pourquoi on verrait Paris passer de la 13e place à la 8e place ou à la 7e en moins de 2 mois, en montrant des choses qu'on n'avait pas jusque-là vues. On va pas se mentir, ça a été plutôt le cas, hein, une jolie fin de saison pour les Parisiens, avec pas mal de victoires, et avec presque ce regret ou cette frustration de se dire ce rush pour les playoffs, c'est l'équipe qu'on aurait aimé voir dès septembre, et qui aurait pu en fait aller beaucoup plus loin en termes de résultats, et peut-être voilà, que ce soit en playoff de Betclic Elite, peut-être même, sait-on jamais, en Eurocup, en ayant un meilleur résultat sur la saison régulière.
On avait été critique, mais on avait été plutôt juste pour le coup. On avait dit que, je crois qu'on avait pronostiqué que Paris peut-être n'irait pas en playoff, mais qu'au moins il se battrait jusqu'au bout. Bah, ça a été carrément le cas. Mais c'est vrai, c'est un petit peu, moi ce que je me suis noté, c'est que c'est un petit peu à l'image de la saison de la montée en Pro A, même si bon, contexte bien différent, mais on a vraiment l'impression que Paris a lancé sa saison au mois de janvier, quand ça allait moins, c'est là où ça a commencé à aller moins bien en Eurocup. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant, surtout eu égard au potentiel individuel, comme le disait Antoine, de l'équipe, parce que on a eu le sentiment qu'au final, l'addition des individualités, ben, elle a commencé à aboutir à quelque chose de positif qu'à partir de janvier-février, même si c'était pas encore tout à fait, c'était Et, pas encore ah, à un et niveau. pourtant, il y a des blessés en janvier avec Kyle Holman, avec Toupane, avec Evans, il me semble aussi. Oui, mais c'est peut-être à ce moment-là que le coach aussi a compris quelles étaient les forces et les faiblesses de ses joueurs et a pu les mettre en avant. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'en fait, les défaites que tu aurais pu t'autoriser en début de saison, par exemple, les défaites récentes, on va citer par exemple le Blois, que tu aurais perdu ce match-là dans les 6 premiers mois de la saison, on va dire ça arrive. Sauf que là, pour ce rush des playoffs, bah, c'était plus possible. Il fallait quasiment faire un parcours parfait. Et on sait que dans la Betclic Elite, pardon, qui est très très dense et particulièrement cette saison, eh ben Paris ne pouvait pas se permettre cela et c'est un peu dommage, mais le problème c'est que c'est quelque chose qui revient un peu de saison en saison, c'est que Paris démarre souvent timidement, parfois à cause d'un mercato tardif et c'est peut-être quelque chose dont on reparlera à la fin de cet épisode, mais à surveiller, c'est que Paris débute sa saison dès le mois de septembre, voire d'octobre, pour pouvoir essayer de faire une saison complète et d'atteindre donc ses objectifs. Antoine, toi, t'as toujours eu la position que selon laquelle Paris ne ferait pas les playoffs. Finalement, on va te donner raison, ou en tout cas les joueurs t'ont donné raison de peu. Euh, mais on a quand même vu une équipe qui s'est battue pour les playoffs, et ça, c'était peut-être, enfin, en tout cas, le point qui nous fait qu'on a aimé cette fin de saison, c'est qu'on a en tout cas un peu vibré. Je pense que tous les supporters parisiens sont un peu là de cet avis-là, et de se dire qu'on y a cru jusqu'au bout, même si tu les fais pas, c'est mieux que d'avoir terminé 12e sur une fin de saison morose où on s'emmerde un peu, quoi. Alors oui, les joueurs m'ont donné raison, mais voilà, ce serait malhonnête de dire qu'ils se sont pas battus et qu'ils se sont pas bien battus, comme vous l'avez dit depuis cette prise de parole sur cette saison-là et tout ça. Mais oui, là, les joueurs se sont battus. Il y a des regrets sur les débuts de saison, sur le début de saison raté, mais bon, ça encore, c'est d'autres facteurs qu'on abordera peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, cette capacité à se battre jusqu'au dernier moment, d'avoir son destin entre ses mains, le dernier match qui plus est lors d'un derby, ça apporte quelque chose en plus et ça apporte aussi ça prouve que cette équipe s'est quand même bien battue et a su au fur et à mesure de la saison se découvrir, se remettre en question en reprenant encore les individualités, voilà, sur des joueurs qui au fur et à mesure de la saison ont transformé leur jeu de hero ball en quelque sorte en un jeu vraiment collectif. Et ça s'est même d'ailleurs vu sur le dernier match pour se battre jusque dans les derniers instants de cette saison. C'est frustrant, mais voilà, au final, il y a quand même, ils ont pas abandonné, ils ont bien combattu, ils ont fait des erreurs, mais au final, quand même plusieurs fois dans les podcasts où j'étais un petit peu défaitiste et j'espérais me tromper, j'aurais d'ailleurs espéré me tromper encore une fois, mais qu'on n'ait pas à faire ces podcasts maintenant. Mais au final, Paris est à sa place, mais parce qu'il y a eu des problèmes en début de saison. C'est parce que, voilà, comme l'a dit Lilian assez justement, Paris a dû faire face à des conséquences un petit peu compliquées et un début de saison vraiment difficile pour rattraper ses erreurs. Donc, au final, les erreurs ont failli être totalement rattrapées. Après, est-ce que Paris est à sa place? Je pense que oui, mais c'est pas une place non plus à totalement dénigrer. Je vous propose peut-être qu'on passe sur les choses qui nous ont un peu plus déplu, même si on a peut-être un peu, on en a peut-être un petit peu parlé dans ce point. Je voulais qu'on parle un tout petit peu donc de cette impression qu'on a eue quand même, parce qu'on a eu des joueurs extrêmement talentueux cette saison côté parisien. Ça va aussi avec l'augmentation du budget de la masse salariale parisienne, c'est d'avoir la capacité de prendre dans ton effectif des joueurs qui sont plus talentueux que ce qu'on avait eu par exemple la saison dernière.
Mais on a vu un potentiel dans cette équipe parisienne et à l'inverse, on n'a pas vu forcément, u justement ce potentiel exprimé à son top, à son zénith et on a vu une équipe inconstante. Il y a peut-être plein d'arguments qui font que Paris a été inconstant. Il y a eu pas mal de soucis de blessures, souvent une grosse blessure, ou une blessure qui dure, plus d'un mois, un mois et demi, pour, notamment Amir Sims, que ce soit Tyrone Wallace, que ce soit, Kyle Holman. Donc on a eu des joueurs ici et là importants dans l'effectif, des titulaires qui ont été blessés assez longtemps. On a eu ce problème de coaching, staff en début de saison où tu apprends 30 minutes avant le premier match de la saison que ton coach peut pas coacher et tu sais pas quand il pourra revenir. Finalement, il loupe 4 matchs. Euh, tu as eu des recrues, notamment en pistes médicaux, qui n'ont pas forcément été à la hauteur. Hein. Je pense à Alfonso Plummer, que, a priori, tout le monde a déjà oublié, vu les performances qu'il avait déjà faites. On a eu un Michael Roll qui est passé en coup de vent pour 3 matchs, je crois. Chris Goulding, pour le Ouais, coup, ça a été 2 ou 3, ouais. une très bonne recrue. Mais on a eu une inconstance chronique sur les performances de l'équipe qui ont peut-être été trop visibles et qui ont peut-être gâché les espoirs de playoff. En fait, pas forcément sur la fin de saison, mais globalement sur l'ensemble de l'exercice qui nous intéresse, où on a vu justement Paris avoir du mal à gagner des matchs par série, à part là sur la fin de saison, comme on l'expliquait. Lilian, je te laisse peut-être partir là-dessus. Ben, peut-être qu'on s'est aussi un petit peu trop focalisé sur les noms que pouvait avoir Paris, parce qu'on va pas se mentir que l'intersaison dernière, le recrutement était plutôt clinquant. Tyrone Wallace, le retour de Kyle Holman, il y avait des rumeurs pour le fait qu'il aurait pu partir. Jeremy Evans, voilà, en cours de saison, mais c'est des noms qui sont clinquants, des joueurs qui ont une certaine expérience NBA, pas des moindres, et même une expérience européenne, par exemple, pour Allman. Et le problème, c'est que sur le papier, Paris avait peut-être un effectif top 5 en termes de qualité, peut-être pas en termes de profondeur, mais en termes de qualité. Et ça s'est pas retranscrit sur le terrain, peut-être parce que, et je vais revenir à ça, parce qu'au final, je trouve que cette équipe était pas tellement bien construite. Les joueurs étaient peut-être forts individuellement, mais dans la construction, rien que le fait d'avoir, on va pas se mentir que Tyrone Wallace et Kalaman, c'est pas des meneurs, c'est des arrières créateurs. Et ça s'est peut-être senti dans le fait que, on parlait de cette absence de jeu collectif, notamment au début, le fait de ne pas avoir de meneur de métier, même sur ton banc, ça a peut-être amené le fait que tu pouvais pas mettre les autres joueurs de ton équipe, on va dire tes role players, dans les meilleures conditions. Et c'est peut-être ça qu'on a sous-estimé en début de saison, en tout cas. On s'est peut-être dit que le niveau des joueurs allait faire que que l'équipe allait performer, mais au final, il fallait peut-être un peu plus que ça. Il y a quand même des joueurs qui avaient été bien ciblés par rapport au style de jeu de l'équipe. Je pense à Amir Sims, qui, pour le coup, vu ce qu'il nous a montré cette saison, colle parfaitement à la philosophie. Un joueur qui est capable de tout faire en attaque, très bon shooter à 3 points, qui peut jouer sur plusieurs positions, qui s'est même amélioré en défense au cours de la saison. Mais voilà, moi je trouve qu'au final, on s'était peut-être on avait peut-être vu Paris trop beau du fait de noms très, on peut dire de stars du championnat de France, mais au final, pour le basket, sur un parquet à 5 contre 5, il faut peut-être un petit peu plus que cela. Je sais pas si Antoine, tu me rejoindras là-dessus. Si, totalement, je suis entièrement d'accord avec toi, même d'autant plus que c'est vrai, c'est des noms clinquants, c'est des joueurs qui ont aussi souvent été habitués à être des premières options là où ils étaient avant. Donc, ce qui fait que quand dans une équipe aussi collective et un championnat qui est un petit peu moins connu pour ces nouvelles recrues-là, il faut prendre les choses en main. Il y en a plusieurs en même temps qui ont pris les choses en main. Je pense à Tyrone Wallace, à Kaloman, bon, lui qui est un petit peu plus habitué, ou même à Amir Sims parfois. Ce qui fait qu'il y a eu embouteillage et parfois frustration, jeu approximatif et défaite derrière. Mais même si je te rejoins sur Amir Sims qui a l'air de parfaitement collé au moule du Paris Basketball. Après, il y a quelque chose qu'on a souvent cité depuis le début de la saison et t'as un petit peu commencé à en parler. Voilà, c'est le fait de ne pas avoir de meneur, on va dire, de métier. Mais plus largement, c'est un petit peu le côté, un effectif assez pas très bien construit. Enfin, il y a pas mal de questions qui peuvent se poser sur cette saison, notamment l'avenue de Jeremy Evans. Qu'est-ce qui se serait passé si, parce que pour Will Weaver, Amir Sims est un pivot.
alors qu'on l'a vu que c'est pas du tout un pivot. Qu'est-ce qui se serait passé à Paris s'il n'y avait pas eu sa blessure? Donc, si Evans n'était pas arrivé, puisqu'il y avait que Ismaël Kamagaté au poste 5, à la main, il n'y avait pas de vrai meneur. Il y avait certains joueurs étaient utilisés de façon assez étrange à nos yeux, pas aux yeux du coach, puisque c'est lui au final qui a le dernier mot. Il y a pas mal d'interrogations comme ça et de coups de remise en question, d'adaptation qui ont été tardives, et c'est ça qui fait que Paris, au final, enfin, le bilan à faire de cette équipe est assez frustrante, compte tenu, comme tu l'as dit assez justement, Lilian, des CV assez clinquants. Mais encore une fois, il n'y a pas que le CV qui compte au final, peut-être surtout dans un championnat comme ça, et la place que tu as de deuxième année dans l'élite, une Coupe d'Europe, c'est bien. On a l'impression que cette équipe avait été bâtie pour l'Europe et un petit peu moins pour, le championnat, un peu. Sauf que Paris, c'est pas l'AS Monaco, donc il y avait pas les joueurs, il y avait des joueurs qui pour s'adapter au championnat européen, mais ces mêmes joueurs-là ont eu un peu plus de mal quand ils se sont fait rentrer dedans par des équipes françaises plus collectives. Dès que ça a joué collectif, on l'a vu notamment contre Blois, phase aller, phase retour, c'était compliqué. Donc beaucoup de talent, mais pas assez de collectif. Antoine, tu as parlé de CV clinquant, ça me permet de rebondir sur un autre point qu'on s'était cité et qui a été de plus en plus visible au fur et à mesure que la saison avançait. On voulait parler un peu de l'utilisation, en tout cas des jeunes joueurs de l'effectif par Will Weaver. On voulait notamment parler de Kamagaté et Béguin, qui ont été un petit peu moins utilisés par moment, notamment Kamagaté depuis le mois de décembre, et on va dire l'adoubement de Jeremy Evans au poste 5. On a un Mohamed Diawara qui a très très peu joué, alors il a signé professionnel en plein milieu de saison. On a un Kylian Malwaya qui est arrivé de Paris, qui était un gros investissement financier, qui a encore moins joué que Diawara. Et puis pendant la saison, on a un Maël Amon-Crespin qui a été assez vite responsabilisé après être parti de son université aux États-Unis, qui est arrivé, qui a joué beaucoup de minutes. En tout cas, je crois qu'il joue 15 minutes le premier match où il rentre en Eurocup. Et puis, peu à peu, il a disparu des radars pour ne jouer finalement qu'en espoir, où il faisait ses stats et était plutôt performant avec cette équipe-là. Bah, Lilian, là, sur le sujet, forcément que ça nous a déplu parce que on voit notamment Kamagaté, Béguin, des jeunes qui sont au club depuis 2019, qui évoluaient positivement. Et c'est peut-être la saison d'arrêt en termes de progression linéaire. Là, on a peut-être senti que la progression n'était justement plus aussi linéaire qu'elle ne l'était depuis leur arrivée à Paris il y a 4 ans maintenant. Oui, mais j'ai envie de dire que c'est logique quand t'as des objectifs d'un club qui s'élèvent. Forcément, tes jeunes joueurs, s'ils ne franchissent pas, on va dire, les étapes supérieures, bah, potentiellement, ils vont moins jouer. Surtout là, bah, cette saison avec un projet qui s'est américanisé, on peut le dire, avec bah, le départ de Jean-Christophe Prat, l'arrivée de Will Weaver. Et il faut pas se mentir qu'il y avait aussi, par moments, des joueurs meilleurs qu'eux sur leur position. Je veux dire, bah, on l'a vu avec Jérémy Evans, c'est pas pour rien qu'il était titulaire. Il était meilleur qu'Ismaël Kamagaté, même s'il a fait des très bonnes performances en Eurocup. Jérémy Evans apportait un petit peu plus que lui, et donc c'est normal qu'il prenait plus de temps de jeu. Pareil pour Juan Bégarin qui a eu on va dire une première moitié de saison compliquée avec des petites gênes, des blessures, et puis parce qu'il y avait aussi de la concurrence sur son poste. Euh, le seul la seule chose peut-être qu'on peut regretter, c'est par exemple pour Mohamed Diawara, voilà, qui a signé un contrat pro, c'est bah, pourquoi ces joueurs, si tu sais d'emblée, surtout pour eux par exemple que Mohamed Diawara, Kylian Malouaya, tu sais que ils n'auront pas forcément de minutes avec les pros, alors pourquoi ne pas les prêter en Pro B, en National 1, pour leur donner du temps de jeu, pour voir bah, ce qu'ils valent face à des professionnels et potentiellement bah, accélérer leur progression à eux, parce qu'on va pas se mentir que par exemple pour Mohamed Diawara, on a l'impression que c'est un peu une année de perdu presque, même si voilà, on a vu des améliorations dans son jeu, mais on aurait pu se dire qu'il aurait pu progresser encore un petit peu plus vite. Donc j'ai envie de dire que c'est logique quand tu as un club dont les ambitions montent, mais c'est dommage parce que les choses auraient pu peut-être se faire autrement. Antoine, est-ce que Mohamed Diawara a perdu une année? Il est éligible à la draft NBA l'année prochaine. Il fait partie en tout cas des prospects qui pourraient être sélectionnés par une franchise l'année prochaine. Est-ce que tu trouves qu'il a perdu un an ou que
Par rapport à ce qui était, proposé par Will Weaver, en fait, c'était plutôt logique de pas le voir aussi souvent que ça. Non, il a perdu un an. Je suis assez d'accord avec Lilian, et tu sais, même toi, Flav, en off, on en parle souvent que j'aurais aussi, comme encore une fois, comme l'a dit Lilian, j'aurais beaucoup aimé que le voir en Pro B notamment. Peu importe le niveau de l'équipe de Pro B pour vraiment qu'il puisse jouer, parce qu'il y a eu quand même eu des séquences cette année où on voyait le fort potentiel de ce joueur. Et c'est très frustrant de le voir, de voir s'épanouir, et encore s'épanouir dans son niveau, parce que je pense que personnellement, c'était pas un kiff seulement en espoir. Et pour répondre à ta question, on n'est pas coach, c'est sûr, mais on a quand même vu tous les matchs, assisté à tous les matchs à domicile, à tous les matchs à l'extérieur, que ce soit Coupe d'Europe ou Championnat et Coupe de France, pour au final voir qu'il y a quand même pas mal de circonstances où les jeunes auraient pu obtenir plus de temps de jeu, même dans des moments où tu es ultra dominé, où tu perds de 20 points, ou même que tu mènes de 20 points. Ça s'est fait, mais trop peu souvent. Tu as cité Maëla Moncrespin, mais on va rester sur Mo Diawara. Il y a eu le match de son anniversaire. On a eu l'impression que c'était plus un cadeau que contre Rouen, si je dis pas de bêtises. C'était plus un cadeau fait à Mohamed Diawara que vraiment une confiance. Et c'est ce qu'on ressent au final, c'est ce manque de confiance envers les jeunes, pourtant qui dégageait, je trouve, une image assez intéressante. Donc, année, en espérant que l'année prochaine, il puisse avoir un petit peu plus de temps de jeu, ou même beaucoup plus de temps de jeu, parce qu'il en a eu vraiment. Enfin, c'est des miettes quoi qu'il a eu cette année. Ah oui, non, non, complètement, c'est des miettes et oui, il y a à 18 ans, en tout cas, une expérience en Pro B, par exemple, pas été trop mal dans son pour son développement. Je vous propose qu'on passe sur la dernière partie de l'émission qui était, sur les questions de cette intersaison, car il y a un chantier qui paraît assez colossal. Lilian l'a cité tout à l'heure, généralement, le Paris Basketball fait son mercato très tard, a commencé plutôt vers allez, la première dizaine de juillet. L'année dernière encore, ça a démarré plus tard avec l'arrivée de Will Weaver au 22 juillet. Donc ça avait été vraiment repoussé. Cette année, il y a quelque chose qui est sûr. Donc le coach l'a annoncé, Will Weaver ne sera plus coach du Paris Basketball à partir de cet été. Donc il a joué son dernier match contre, contre Levallois mercredi. Ça annonce donc un nouveau coach pour la saison prochaine et un renouvellement d'effectifs qui va être colossal. Parce que si on fait un peu juste les joueurs qui sont sous contrat avec Paris, Axel Toupane est encore sous contrat jusqu'en 2024. Dustin Sleva également jusqu'en 2024. Mais il va avoir des offres venant d'Allemagne après sa très très belle saison, deuxième partie de saison outre-Rhin. On a Mohamed Diawara qui a signé jusqu'en 2025, qui a eu des envies de départ, mais qui probablement devrait rester avec un nouveau coaching staff. On a Gauthier Denis qui a priori, est encore sous contrat pour un an. Et sinon, tout le reste de l'effectif est libre de s'engager ailleurs. Bon, déjà, on va commencer peut-être par le coach. Antoine, pour commencer, est-ce que le départ de Will Weaver, c'est une surprise ou on pouvait s'y attendre? C'est une semi-surprise à l'image de Paris, milieu de tableau, milieu de surprise. Non, enfin, ouais, voilà, en vrai, je sais pas. Sur la fin de saison, en dressant le bilan, je me suis dit, il va faire une lutte pour les playoffs, peut-être y aller, plus les quarts de finale d'Eurocoupe, et sachant qu'il n'a pas pu coacher les 4 premiers matchs pour des raisons administratives. La suite logique voudrait, si c'est son souhait aussi, hein, c'est d'abord priorité à ce qu'il veut faire lui, qu'il continue. Donc, on a été assez surpris de la façon dont il a annoncé, Flav, tu pourras en parler mieux que nous, de la façon dont il a annoncé son départ, en conférence de presse, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est une surprise, mais avec le recul, c'est une surprise qui amène, je pense, à un renouveau qui était assez nécessaire, parce que j'avais peur que le Paris Basketball, en fait, s'englue dans quelque chose de très compliqué à régler plus tard si ça continue avec lui. Pas tirer sur la personne. Ça a quand même été un coach qu'on a eu plaisir à suivre, pas toujours. Mais c'est plus, ouais, c'est la façon de faire qui me surprend plutôt que sa décision. Est-ce Lilian, on pouvait pas s'attendre justement un peu à ce cas de figure? Je pense que vu la fin de saison, il semblait plutôt bien parti que Paris lui propose quelque chose pour les années ou l'année à suivre, ce qui a été le cas. Hem Et puis il a eu les cartes dans les mains, il a choisi de partir, mais comme Antoine le dit, demi-surprise, c'est surtout peut-être plus la surprise, c'est qu'il ne prolonge pas, de lui-même et pas que Paris lui ait proposé quelque chose.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, moi. Bah, moi, j'étais plus surpris dans le fait que, moi, si je pensais que Gulliver partait, c'est que le club ne prolongerait pas l'aventure avec lui. Et au final, c'est plutôt l'inverse. Et c'est surprenant parce qu'on avait l'impression qu'il voulait, entre guillemets, lancer sa carrière d'entraîneur principal. Et, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il pourrait revenir en tant qu'assistant en NBA. Donc voilà, on va pas dire que c'est un recul, mais Mais en tout cas, c'est ce que même lui a annoncé en conférence de presse après le Valois, c'est qu'il avait une opportunité en NBA. voilà. Donc c'était plus surprenant dans le sens là que ce soit lui qui refuse. Après, moi, de mon avis personnel, on en reviendra parce qu'on fera des podcasts individualisés, teasing déjà. Mais j'étais pas forcément fan de son coaching, que ce soit la philosophie de jeu ou sa manière d'opérer avec l'équipe ou pendant les matchs. Donc, je trouve ça plutôt positif que le club ait voulu continuer avec lui dans un but de vouloir construire quelque chose. Et on sait que dans ses projets, parfois, on sait que Paris veut parfois aller un petit peu trop vite. Et le fait que le club ait voulu le prolonger, je me dis que il voulait prendre le temps de construire quelque chose avec lui. Donc ça, je trouvais positif. Mais en même temps, je trouve que c'est plutôt pas mal de repartir sur autre chose parce que, en tout cas de mon point de vue, enfin, en tout cas cette saison n'augurait rien de bon elle ne m'augurait pas de positif pour les années à venir en tout cas. Donc je trouve ça plutôt pas mal que Paris s'oriente vers un autre profil. On verra peut-être un profil plus européen parce qu'on a bien vu que cette philosophie de jouer très très vite, elle n'a pas forcément fonctionné cette saison en tout cas. Tu le dis, donc on n'a pas forcément aimé ce qu'il a proposé en tant que en tant que coach, pardon. On a une seule rumeur pour l'instant pour le remplacer qui vient d'Allemagne. Thomas Isalo, donc coach de Bonn, qui réalise une saison exceptionnelle, qui a terminé premier de la saison régulière en Bundesliga avec 32 victoires et seulement 2 défaites. Son club a aussi terminé champion de la Basketball Champions League cette semaine. Coach de l'année, que ce soit en Bundesliga ou en Basketball Champions League. Donc un CV qui paraît plutôt alléchant, jeune coach qui coach pas depuis très très longtemps, hein, depuis quelques 4 ou 5 ans. Donc c'est plutôt un profil qui pourrait intéresser Paris et on reviendrait peut-être sur des choses plus classiques, on va dire, en termes de basket européen, là où Paris se différenciait vraiment par ce jeu qu'on a longtemps catégorisé comme un jeu de G-League. Donc, à voir sur la rumeur qui semble quand même plutôt fondée et dans les semaines à venir, hein, de toute façon, si c'était Isalo pardon, qui devait signer, ce serait après la fin de saison en Bundesliga, donc c'est pas forcément tout de suite. Euh, je le disais donc un petit peu là sur le début de ce thème-là, on a beaucoup de départs, seulement a priori 4 contrats restants pour la saison à venir. Toupane, Sleva, Diawara, Denis, donc ça fait déjà 3 JFL, ce qui est pas mal. Lilian, peut-être pour continuer là-dessus. Quel joueur, toi, tu tenterais de conserver dans ceux qui partent, notamment, et quel genre de cible, de profil Paris pourrait cibler pour ce mercato? Alors il y a forcément ceux qu'on voudrait conserver et ceux qu'on pourrait conserver. Il y a une différence parce qu'il y a Si on se part sur le pourrait, parce qu'on va quand même rester dans ouais, le... voilà, parce que il y a des joueurs comme on l'a dit, malgré que la saison collectivement n'est pas une totale réussite, il y a des joueurs qui se sont montrés individuellement. Par exemple, Tyrone Wallace, sa deuxième partie de saison, forcément, elle donne envie à des équipes européennes, donc ça m'étonnerait qu'on puisse le garder. Pareil pour un Cal Holman qui avait déjà des envies d'ailleurs l'été dernier, donc potentiellement c'est des joueurs qu'on ne pourrait pas revoir à Paris la saison prochaine. Ce que je me dirais, c'est qu'un Amir Sims qui a fait une saison assez accompli. Alors, pourrait également avoir des offres, mais également pourrait se dire que c'est un pari qui l'a explosé et qui pourrait continuer, surtout que, bon, on le voit en hors terrain, il apprécie plutôt la vie parisienne, donc pourquoi pas. Un Jérémy Evans également pourrait rester parce que bon, il a quand même plus de 35 ans. Pour avoir un contrat comme il l'a cette saison avec Paris, je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui pourraient lui proposer la même chose. Et pareil, lui aussi semble s'être bien acclimaté, pardon. Donc potentiellement, et je me dis toujours que des joueurs intérieurs, enfin, oui, voilà, intérieurs, on va dire, ailier fort pivot, sont toujours plus faciles à intégrer à la philosophie d'un nouveau coach que tes créateurs, que tes arrières meneurs. Donc voilà, je me dis que ce seraient des joueurs potentiellement qui pourraient rester, avoir les jeunes joueurs parce que ça fait quand même
on a l'impression on va un petit peu sur la fin d'un cycle avec Ismaël Kamagaté et Juan Bégarin. Peut-être eux aussi ont envie d'aller voir ailleurs, peut-être avec leur franchise NBA, pardon, peut-être avec d'autres équipes européennes. Donc, à voir après le reste des joueurs. Amar Gegic, bon, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu cette saison. C'est difficile Chris Goulding qui qui retournera en Australie. Mais donc voilà, je pense que les deux profils que tu pourrais tenter de conserver, c'est Amir Sims et Jeremy Evans en tout cas. Antoine, toi, sur les profils que tu aimerais garder, pour rebondir un petit peu rapidement sur ce que disait Lilian sur Kamagaté et Bégarin, effectivement, ça semble quand même être la fin pour eux de leur aventure parisienne et qu'ils auraient envie d'ailleurs. Kamagaté va avoir a priori des œuvres de Euroleague comme il en a eu l'été dernier. On se rappelle que l'Abla Berlin est très très chaud sur son profil notamment. Toi, Antoine, tu garderais qui dans ceux qui sont sur le départ? Parce dans le lot, il y a quand même 2 JFL qui s'en vont et du coup, faudrait quand même il va y avoir en tout cas du travail pour les remplacer, cet été. Pour Ismaël Kamagaté, pardon, je pense que oui, ouais, c'est la fin. Lilian parlait de fin de cycle pour Juan et Ismaël Kamagaté. Je pense que pour Ismaël, c'est le moment de step up en quelque sorte, c'est-à-dire vraiment d'aller voir la Coupe d'Europe d'au-dessus, donc plus qualitative, montrer ce qu'il vaut. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas tellement fait confiance en lui, donc même si le coach s'en va, ça peut rester dans la tête et se dire, bah, il est peut-être temps, ça peut avoir lancé un déclic, donc se dire, il est temps pour moi d'aller voir ailleurs. Et idem pour Juan, hein, qui a peut-être envie d'aller voir ailleurs et de voir comment il peut performer ailleurs et ou enfin se découvrir lui-même. Donc ça peut être qu'une étape supérieure pour eux et on leur souhaitera le meilleur si c'est leur décision. Des joueurs potentiellement à garder, je pense que Lilian a parfaitement ciblé Amir Sims qui s'intègre bien, que ce soit à la vie parisienne, que ce soit au jeu aussi parisien, donc de par ce talent-là, peut continuer son aventure. C'est aussi un joueur, c'est un personnage, mais un bon personnage, quelqu'un qui s'implique dans le vestiaire, sur le parquet, qui a de la voix, qui a l'air d'être un lien entre des jeunes et des moins jeunes, avec le staff. Un joueur qu'on aime avoir, et Jeremy Evans, pareil, un profil expérimenté, calme, qui a encore de très beaux restes et un bon niveau, donc qui pourra apporter potentiellement en remplaçant, donc là où si Kamagaté s'en va, aller chercher un pivot dominant, par exemple, parmi des équipes qui descendent en Pro B. Il y en a un qui a été nommé récemment dans le 5 majeur LNB qui pourrait être intéressant, pourquoi pas. Et après, peut-être me faire taper dessus, mais j'ai envie de voir, par exemple, si le futur coach parisien, et j'y pense depuis quelques jours, s'avère être un coach européen habitué du basket européen. Que faire de Amar Gegic, par exemple, puisqu'on a vu Amar Gegic être utilisé voilà, très peu de minutes, parfois remonter le ballon, ce qui n'est pas sa qualité première, très auto-centré sur lui-même. Pourquoi pas avec un coach différent, voir ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut pas en faire, pas forcément un titulaire, mais un joueur assez technique sur le banc de touche ou, quid d'Amar Gegic? Ça va être les grosses interrogations de cette intersaison. Après, voilà, j'ai cité Vitaly Shikoko, je pense que les gens auront compris de qui je parlais. Après, pour les autres joueurs à cibler, j'attendrai d'abord de voir qui est le coach et disons, dont il a l'habitude de faire avec ses précédentes équipes. Je rebondis, tu as cité Amar Gegic, si vous saviez la tête qu'il a fait sur un des seuls tirs qu'il a pris à Levallois. Ah, il était dégueulasse, hein. Le tir était dégueulasse, hein. Voilà, plutôt surprenant que tu cites Amar Gegic. Ah, oui, parce que seconde chance, pourquoi pas? Non, mais dans l'ensemble, C'est pas un mauvais joueur au fond. au fond, hein, Bon, vraiment au devant fond. aussi, si tu veux, mais c'est pas un mauvais joueur. Non, mais plus globalement, je suis d'accord sur l'idée il faut d'abord un coach affirmé, installé, pour après derrière suivre les profils que lui aurait envie de sélectionner pour mettre en place son basket. Ça va fonctionner de toute manière comme ça. On va peut-être voir aussi qui sera le general manager, hein, vu que le poste de general manager avait été aussi offert à, à Will Weaver. Est-ce que ça veut dire que Amarassi reste en poste ou va définitivement quitter le club? Enfin bref, à voir un peu tout ça. Je sais pas si vous avez un dernier mot, si on peut couper cet épisode. Bon, on peut dire que cet épisode est le premier d'une longue série pour cette intersaison. C'était exactement ce que j'allais faire derrière. Oui, effectivement, donc on va faire pas mal de débriefs là dans les prochains jours, semaines qui arrivent. Vous allez avoir pas mal de contenu qui va sortir. On va d'abord faire un gros bilan individuel pour chaque joueur et le coach qui vont sortir là à partir de la semaine prochaine.
avec donc toute l'équipe. On s'est réparti un peu les joueurs et les joueurs sur qui on veut, de qui on veut débattre. Et puis, il y aura des podcasts notamment sur les espoirs qui sortiront aussi pour parler un peu de leur deuxième partie de saison. On l'avait fait à la mi-saison avec Nolan et avec l'assistant des espoirs Clément, qu'on réinvitera du coup probablement pour cet épisode. D'ici le prochain podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, je rappelle, c'est @parisb-8onr. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball on Air. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à mettre les étoiles et les pouces sur vos applis de podcast où vous nous écoutez, c'est important. Et puis du coup, nous, on va se retrouver probablement la semaine prochaine pour un débrief, non pas d'un match, mais d'une saison, d'une individualité, un joueur ou le coach, à voir. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite. À bientôt. Ciao, ciao.